Bonjour à tous, merci d'être là avec nous pour cette rencontre sur l'être humain rouage de la machine. J'ai la chance et l'honneur d'avoir comme invité pour discuter de cette question pas si simple que ça, Anna Sarovinets, dont vous ignorez sans doute pas qu'elle est la lauréate du Grand Prix Utopial européen 2016 pour son roman intitulé Le Vivant. J'ai à ma gauche Alain Damasio, qui est également, je n'ai que des auteurs sur cette table ronde, en fait, qui est un auteur de science-fiction qui nous a écrit la Horde des Hurlements, Entrevent, oh, c'est l'émotion. Et Sylvie Lenné, qui vient de faire paraître un nouveau recueil, alors c'est un recueil hardcover qui rassemble 26 de ses nouvelles, et que je vous invite tous à découvrir, comme tout le reste des ouvrages, à la librairie, aux différentes librairies, tout de suite après cette table ronde. Et pour commencer, en fait, je vais lancer une question à brûle pour point à mes invités, avec peut-être Sylvie comme première personne pour la réponse. Alors, quand vous pensez à rouage de la machine être humain, quelles sont les images qui vous viennent en tête? Quels sont les auteurs? Quels sont les auteurs de science-fiction qui vous ont marqué le plus par rapport à cette question? Alors, je pense que Estelle, en posant cette question, s'est souvenue d'un auteur de science-fiction que j'adore, qui est un auteur de nouvelles et de romans, qui a très bien parlé de l'homme comme rouage de la machine, mais d'une manière extrêmement drôle. C'est Robert Sheckley, qui est un des grands humoristes de la science-fiction. Et si je peux la raconter en 4 minutes, je crois, il a écrit une nouvelle qui s'appelle Les Spécialisés. Le principe de cette nouvelle, c'est qu'on se trouve à bord d'un vaisseau spatial assez étrange, puisque tous les organes de ce vaisseau spatial communiquent entre eux. Les parois discutent avec la voix, qui discutent avec l'estomac, qui discutent... Bon, chaque composant est en fait une créature extraterrestre assez surprenante, mais l'ensemble de ces créatures s'associe pour, à elles toutes, créer un vaisseau spatial. Et le vaisseau spatial tombe en panne parce qu'il y a un des organes qui est défaillant. C'est le pousseur qui est mort au cours de la dernière tempête. Et donc le vaisseau ne peut plus avancer qu'au ralenti. Il faut qu'il trouve une planète de pousseurs. Et je ne vais pas tout dévoiler, mais vous vous doutez bien que la planète de pousseurs sur laquelle ils vont tomber, c'est la Terre. Et que l'humain qu'ils vont attraper à bord et qui commence par être absolument terrifié, va enfin prendre conscience du vrai rôle qu'il doit jouer et du sens qu'a sa vie, qui est de devenir le pousseur du vaisseau spatial, comme d'ailleurs devraient le faire tous les humains s'ils arrivent à trouver le sens de leur mission ultime. Donc voilà, c'est le moteur du vaisseau et c'est bien comme ça, et il est comblé. Alain? Moi c'est marrant, je pense à deux images. Bon, la première, on l'a beaucoup en tête, c'est celle de Charlie Chaplin, évidemment, quoi. Donc l'explosion de la révolution industrielle, du Fordisme, et de voir ce corps au milieu des rouages, qui était une métaphore qui est restée extrêmement prégnante, et simplement comment on les réactualise aujourd'hui. Et la deuxième, ça saute vraiment, c'est toujours du cinéma, mais ça saute à Matrix. C'est le moment où Neo sort de la couveuse dans Matrix, qui est quand même un moment, moi je trouve absolument magnifique de cinéma, et où on prend conscience que le corps peut être utilisé, le corps humain qui nous paraît pour nous une sorte d'aboutissement de l'évolution et une merveille organique totale qui sert uniquement de pile électrique pour des machines, quoi, c'est-à-dire de fournisseur d'électricité. Et en plus on fournit cette électricité juste en vivant dans un monde virtuel qu'on croit réel. Donc c'est-à-dire que notre activité mentale ordinaire permet de produire l'électricité nécessaire aux machines, quoi. Et je trouve l'idée tellement atroce, tellement belle en même temps, que j'ai toujours été fasciné par cette acmé de Matrix. Ouais. Can I hear me? As for me, first of all, I think about Philip Dick. I'm not sure about am I correct in the title translation again from Russian into English? Do the androids dream of electroships? Is that correct? Do the androids dream about the electricity ship? And there is also a great film
the Blade Runner. I think everyone knows that. And that is what interests me in this story is that the attempt to understand if there is any distinction between the human feelings and the feelings of androids and their ability for compassion. As in this story, the ability of compassion is doubted, speaking about androids, but in reality it turns out that the androids are those who really need the compassion. And it also seems that there is really no border between them. Both are creatures of someone who is more powerful. And then I think about Ishiguro, Never Let Me Go. It is a great novel. This is the Japanese writer. He's originally Japanese, but he writes in English and lives in Great Britain. And that is approximately the same story. It's not about androids, but it's about people who were created specially for giving their organs to another people. And they also have feelings, they also suffer, they're afraid of death, and their lives are worthless, but in the same time, when you read this text, you understand that it is our mutual fate, that we are all doomed to die, we are all afraid of that, and there is no difference between us and those creatures who are made to serve us. Est-ce que vous auriez envie de réagir directement? Moi, je vois apparaître différentes visions de la machine, surtout différentes relations, des relations qui sont de l'ordre de la collaboration et des relations qui sont de l'ordre de l'affrontement. Est-ce que ce sont les deux seuls moteurs qui animent ces relations et qui font qu'un être humain peut être un rouage, ou est-ce que vous en voyez d'autres? Alors déjà, le terme de rouage, je trouve assez péjoratif comme point de départ dans une question qui me semble être celle du projet collectif. Et pour moi, la question essentielle, c'est quel est le sens de ce qu'on fait. Donc à partir du moment où on trouve que trouver un sens de manière individuelle et solitaire dans sa vie, c'est pas suffisant, eh bien, je ne vois qu'une autre manière de trouver du sens, à moins qu'il y ait des approches spirituelles qui ne sont pas trop dans mon registre. Mais trouver un sens collectif, c'est génial. Moi, je disais à la déléguée artistique de ce festival, que je remerciais de m'avoir fait le plaisir de m'impliquer à ce point, je lui disais que c'était un bonheur d'être un rouage d'un si magnifique événement. On est tous des rouages, et à tous les niveaux d'ailleurs, depuis le grand chef jusqu'à celui qui fait la mission la moins valorisante ou la moins visible. Et quand le projet a un sens, le projet du collectif, eh bien, ça devient génial d'être un rouage. Après, la question c'est qui c'est le chef et à quoi ça sert. Donc après, si c'est la machine qui décide de l'objectif, oui, moi j'ai un problème. Mais je ne sais pas si être le rouage d'un système, c'est quelque chose, si c'est de ça qu'on est en train de parler, aucun problème. Anna, j'aimerais bien vous faire réagir en relation évidemment avec votre roman où le vivant est composé de 3 milliards d'individus. Est-ce que vous voudriez nous raconter un peu le lien entre l'humain et le rouage dans votre roman, s'il vous plaît? Well, in my novel, it's not exactly the machine, it's the construction of the society, which makes all the humanity feel together, feel the united creature like ants do, and they are all connected into that one kind of multiple body with some kind of wireless brain to brain. And to me, it's kind of a metaphor. It's a kind of metaphor of actually any totalitarian society in which we are all Jews. But not only, by the way, normally in any society, even extremely liberal or democratic, still we all have our functions, and we can hardly jump from
well, from our you know, for our place to someone else's, and it is in a way it is good because otherwise it would be chaos, but still it could be there is always a danger that if the one who rules the society is not wise enough, or I don't know, doesn't like individual freedom, it can always become a frightening situation. Moi, je vais essayer justement de revenir au titre, parce que je trouve ça aussi très intéressant, ce titre Rouage de la machine. On est clairement dans un enjeu de ce qu'on appelle machine de deuxième génération, c'est-à-dire ces machines comme l'horloge, comme effectivement les chaînes de production, comme la machine à vapeur dont on a énormément parlé, peut-être trop parlé dans ce festival. C'est-à-dire que c'est comme si on essayait de poser la question de qu'est-ce que c'est un homme agi par la machine, ou un homme qui serait qu'une fonction de la machine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de poser ce problème-là en machine de troisième génération, c'est-à-dire dans le monde informatique qui est le nôtre, dans le monde des réseaux qui est le nôtre, et de se dire à quel moment dans nos vies quotidiennes, justement, on est rouage de cette machine, ou à quel moment on est agi par un fonctionnement machinique. Et c'est vrai que moi, ça me fait immédiatement penser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à ce qui se passe quand on utilise des moteurs ou de recherche de type Google, c'est-à-dire cette sensation qu'en tant qu'être humain, on génère de la trace. Vous savez que sur le réseau, vous êtes en train en permanence de générer par vos scrolls, par vos clics, par les temps passés sur tel ou tel site, par les messages que vous envoyez, vous générez des traces numériques, et que ces traces numériques sont l'aliment numéro un, sont l'or noir massif de ces grandes boîtes que sont Google ou Facebook, c'est-à-dire que ces boîtes ne vivent uniquement de la revente de vos profils à des multinationales ou à des entreprises. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que, de fait, le simple fait que j'envoie un message à un ami, le simple fait que je like quelque chose, le simple fait que je reste sur telle ou telle page, ou j'aille sur tel site d'information, je suis producteur et je participe à une machine collective qui est celle du big data, et que cette machine collective est la plus grosse machine de production de la plus-value aujourd'hui dans le monde, quoi. Et on dit toujours cette phrase, mais qui est très limitée, de dire voilà, si c'est gratuit, c'est vous le produit. En fait, la vérité, c'est que c'est pas ça, c'est que si c'est gratuit, c'est vous le producteur, c'est vous l'ouvrier dans la machine, ce qu'on appelle le digital labor, c'est-à-dire le travail numérique, le travail digital qu'on produit gratuitement et en permanence par le simple fait d'être sur le réseau. Et ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire que vous faites des activités qui parfois sont passionnantes, mais en faisant ces activités, vous êtes partie prenante d'une machine générale, globale et très puissante de big data, et que vous aidez à produire de la valeur. Voilà. Sauf que cette valeur ne vous est pas généralement restituée. Donc l'être humain rouage de la machine, c'est simplement notre quotidienneté aujourd'hui dans le monde numérique. Voilà. Sylvie, est-ce que tu veux demander ? Oui.